et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler de mes meilleures lectures 2025. Quel bonheur de vous parler des meilleures lectures 2025. Et pour le coup, cette année, on a eu beaucoup de très bonnes lectures, ce qui est assez étonnant parce que je suis de plus en plus critique envers les livres que je lis, ce qui est d'ailleurs assez insupportable. Parce que normalement les coups de cœur sont très rares, mais cette année, il y en a eu pas mal et j'ai même eu du mal à faire mon top 5, voilà, parce que je voulais vraiment essayer de faire un top pour pas trop tricher, voilà, pour vraiment vous donner mes meilleures lectures, parce qu'il y en a eu pas mal. Donc voilà, il a fallu faire un choix. Même si là je vous montre que 5 livres, il y en a quand même eu d'autres de très bonnes lectures, même si c'était pas des coups de cœur. Et pour ça, je vous incite, enfin non, je vous incite pas, enfin, je vous oblige pas, mais je vous incite, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, à vous abonner à mon compte Instagram parce que vous voyez toutes les lectures que je fais. En fait, déjà en story, je mets vraiment toutes les lectures que je lis. Donc vous voyez vraiment tout. Et ensuite, je fais des chroniques Insta. Alors pas sur tous les livres que je lis parce que ça serait beaucoup trop de travail. Mais je présente quand même pas mal. Et sur mes coups de cœur de l'année 2025, je pense qu'il y a des livres que je ne vais pas présenter ici. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram si l'envie vous dit. Donc voilà, donc on passe au top 5. Donc en 5e position, c'était un des premiers livres que j'ai lu en année 2025. Et pour le coup, pour ce livre, j'avais pas vraiment d'attente. J'avais juste vu sur les réseaux sociaux qui faisait pleurer. Et moi, j'adore les livres qui font pleurer. Je suis une vraie drama queen. J'adore la tragédie. J'adore les dramas. J'adore les livres qui font mal au cœur. Vous voyez, vous êtes là, vous fermez votre livre, vous êtes au bout de votre vie. Vous pouvez pas sortir de votre lit tellement vous êtes en PLS. Moi, c'est le genre de livre que j'adore. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des livres vous a le plus fait pleurer. Mais pleurer toutes les larmes de votre corps sur cette année 2025. Et j'irai sûrement le lire. En 5e position, c'est un livre qui m'a beaucoup fait pleurer, qui m'a beaucoup fait mal au cœur, mais que j'ai adoré lire. C'est Betty de Tiffany McDaniel. Alors quand j'ai lu ce livre, je m'attendais pas à grand chose, je savais pas trop à quoi m'attendre et pourtant j'ai tellement adoré. Il y a eu un début un peu lent, mais c'est un lent nécessaire pour le coup. Alors de quoi parle ce livre? L'histoire de la mère de l'autrice de Tiffany McDaniel qui va raconter l'histoire d'une enfant qui vit dans une famille pas très riche, qui est même quand même assez pauvre, qui est née dans une famille de métissage. Dans les années, il me semble, 50, si je me trompe pas, aux États-Unis, il me semble. On suit en fait cette histoire de famille discriminée, de famille qui est un peu vue de façon différente parce que pas la même éducation, parce que c'est un métissage, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais d'un peuple indien d'Amérique du Nord, voilà, dans mes souvenirs, hein, j'espère que je dis pas de bêtises. Et voilà, donc un métissage d'une culture différente. Donc voilà, il y a toute cette question déjà sur la discrimination. Voilà, on est dans les années 50. Donc voilà, il y a toute cette atmosphère, toute cette ambiance que l'on voit du point de vue d'une enfant, des yeux d'une enfant. Voilà, et c'est très important dans le récit et c'est ce qui est très beau. Et ensuite, en fait, cette petite fille dans cette famille, une famille assez dysfonctionnelle, une famille qui subit des traumas intergénérationnels. C'est vraiment hyper intéressant, hyper bien fait. Les personnages ne sont pas lissés, voilà, ils ont leurs défauts, des très gros défauts, ils ont aussi leurs qualités et tout ça est écrit, tout ça est mis en avant, tout ça est bien exploité, voilà. On peut prendre parti, on peut ne pas prendre parti, enfin j'ai adoré lire ce livre et l'écriture, il est très poétique, il va tellement dans l'ambiance du roman, enfin. Au début, c'était assez lent. Voilà, il y avait une lenteur. J'étais en mode, est-ce que je vais réussir à passer le cap? Et au final, ça en vaut vraiment la peine. Et qu'est-ce que j'ai chialax. Hyper intéressant si vous aimez l'histoire de famille, si vous aimez la tragédie, si vous aimez la psychologie, parce que vraiment les personnages sont très complexes, très bien exploités. Quand je vous l'ai dit, on voit leurs pires défauts, on voit leurs pires côtés, comme on voit les meilleurs. Voilà. C'est des êtres humains.
Certes, il y a des êtres humains pas très cool, mais c'est des êtres humains, c'est pas des personnages vraiment fictifs qu'on balance comme ça parce qu'ils doivent accomplir des choses, etc. Là, c'est vraiment des êtres humains dans un livre où on voit vraiment toutes les parcelles de leur identité dans cette famille qui est pas incroyable, qui a leurs défauts comme leurs qualités. On peut se reconnaître un peu dans tout. Par contre, attention, il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre. Voilà, beaucoup de scènes assez choquantes. Donc, si vous êtes un peu sensible, je ne vous le conseille pas. Mais si vous aimez ce genre de livre, foncez, il est vraiment incroyable. J'ai oublié de mettre ça dans mes objectifs si vous avez vu la précédente vidéo. Mais en gros, je veux lire d'autres livres de Tiffany McDaniel en cette année 2026. Parce que vraiment, si c'est comme Betty, je vais adorer. En quatrième position, nous avons une saga que j'ai découvert cette année avec un genre littéraire que j'ai découvert cette année. C'est le tome 2 de... Je sais plus vraiment le nom de la saga parce que moi je dis que c'est Force Wing, mais je sais que Force Wing c'est juste le tome 1. Il me semble que c'est Empyrean. Voilà. Donc le tome 2 que j'ai adoré qui est Iron Flame. Il est en quatrième position. Alors déjà, Force Wing dans sa globalité, c'est une de mes sagas préférées de 2025. Et en fait, j'ai découvert la romantasy. Enfin, j'en avais déjà lu, mais vraiment, mon amour pour la romantasy, je l'ai découvert avec Force Wing. Pourquoi personne m'a dit avant que ça existait? Vraiment. J'ai découvert enfin la romantasy que j'avais envie de découvrir, que j'avais envie d'aimer, avec une romance, mais avec de la fantasy. Beaucoup de fantasy. Un world building très bien construit, avec des dragons, avec une académie, avec de la guerre, avec des épreuves. Tout ça avec une romance qui sert à l'histoire, qui est ancrée dans l'histoire, qui n'est pas juste là pour faire beau. Voilà. Il y a des dénouements qui se construisent autour de cette histoire d'amour. Pourquoi personne m'a dit que ça existait avant? Donc Force Wing, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé. Tout le monde connaît Force Wing. C'est un univers fantasy où il y a des dragons, où il y a un apprentissage pour être dragonnier, etc. Enfin voilà, tout découle de ça. C'est incroyable. Vraiment, cette saga est incroyable. Et du coup, pourquoi le tome 2? Parce que c'est le tome dans lequel où j'ai trouvé où vraiment il y avait déjà moins de smut que dans le premier, déjà. Moi, vous savez que les scènes de smut, je suis gênée. Je suis gênée, ok? Ça me gêne. Et en général, même dans Force Wing, je les lis pas. Je lis vraiment en diagonale parce que je n'aime pas ça. Et vraiment dans le tome 2, je trouvais qu'on mettait vraiment pour le coup en avant la fantaisie, l'histoire, les combats, etc., les stratégies. Puis il y a des révélations de fou dans ce tome. Moi j'avoue que j'étais bon public pour Force Wing. J'essayais pas de me dire ah ouais ça c'est comme ça. Je me faisais pas trop de liens dans ma tête. Du coup quand je lisais et que j'avais les révélations, j'étais vraiment en mode ah ouais. Ah oui je m'y attendais pas du tout. Parce que moi j'essayais pas de faire des liens. Même là j'ai lu le tome 3 et j'ai vu qu'il y avait des gens sur Instagram. Ils essayaient vachement de faire des liens vraiment mais bravo par contre parce que vous arrivez à avoir des trucs par rapport au tome 1 qui a des petits indices du tome 2 et que dans le tome 3 c'est comme ça, une enquête policière. Vraiment, vous êtes chaud patate. Du coup, j'ai un peu vu des théories, surtout par rapport à la fin du tome 3, qui est quand même... J'avoue que la fin du tome 3, au début, la première fois où je l'ai lu, j'ai pas compris. J'ai dû le relire au moins 3 fois pour me dire, attends, quoi? Parce que la spécialité du tome 3, c'est que les personnages savent des choses que nous, on ne sait pas. Et du coup, ils en parlent comme si on était au courant. Mais je pense que c'est une stratégie de l'autrice pour, pour mettre le suspense et pour que nous, on soit un peu paumés, pour qu'il y ait l'effet de surprise plus gros et tout. Mais le problème, c'est que même à la fin, on est un peu en mode... Mais mettez-moi dans le truc là, moi aussi je veux comprendre pourquoi vous êtes tous en mode agité, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on comprend pas. Et c'est un peu ce que je reprochais du coup au tome 3, mais je pense que c'est fait exprès pour le coup. Mais bref, on est ici pour parler du tome 2, voilà, le tome 2 pour moi c'est le meilleur pour l'instant. Il y a tout. Il y a la romance, mais la romance elle prend pas vraiment le dessus. Donc si vous connaissez des romantaisies, pareil, où la romance sert à l'histoire et elle prend pas le dessus sur toute la fantaisie, sur tout le world building, l'histoire, etc. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe au top 3.
Donc en troisième position, nous avons La doublure de Melissa d'Acosta. Voilà pourquoi je veux lire plus de thrillers en année 2026 parce que en fait c'est pratiquement tous les thrillers que j'ai lus, j'ai aimé. La doublure de Melissa d'Acosta, franchement, incroyable. Incroyable. On connaissait Melissa d'Acosta pour le feel good. Mais là, comment vous dire que le feel good, il est loin derrière. Là, on n'est pas dans un feel good, là. On est dans un feel bad. Un feel bad. Qu'est-ce qu'il est bien ce livre et qu'est-ce qu'il est sombre et qu'est-ce qu'il est bien né et qu'est-ce qu'il est... Moi, j'adore, vous savez, les thrillers. Là, c'est un peu un thriller domestique quand même parce qu'on rentre dans un cercle entre 3 personnes, voilà. Un peu style femme de ménage, mais rien à voir. Mais le mécanisme des personnages, en fait, du huis clos entre les personnages, c'est un peu le même type. En plus, c'est un triangle amoureux. Donc, c'est un peu la même chose. Mais par contre, rien à voir niveau angoisse, niveau suspense, niveau révélation. On est loin de là. Et en plus de ça, ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est qu'aussi on mêle des choses. Et moi, ma curiosité littéraire fait que j'adore. On mêle l'histoire de l'art dans le livre. Et ça, et la mythologie. Et ça, quand on arrive à incruster des choses comme ça dans une histoire, moi j'adore, moi j'achète. Donc la doublure de Melissa d'Acosta, de quoi ça parle? Ensuite, je suis nulle pour retenir les prénoms, donc là ça fait des mois que j'ai lu ce livre où vous pensez bien que je suis incapable de vous sortir les prénoms. Donc on suit une jeune femme qui vient de se faire quitter, il me semble. Elle avait tout quitté sa vie d'avant, voilà, pour son mec. Donc elle avait quitté sa ville, elle avait emménagé avec lui, elle avait quitté son travail, il me semble, dans lequel elle se sentait bien. Voilà, elle avait quitté toute sa vie d'avant, sa famille, sa vie professionnelle pour cet homme-là, qui la quitte du jour au lendemain, finalement. Voilà, donc elle, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Voilà, dans sa tête, elle pète un câble, elle se dit j'ai envie de changer, j'ai envie que ma vie ait du sens, j'ai envie, voilà, de vivre pour moi-même. Et elle se balade, parce qu'au début elle est à Marseille, elle se balade sur les quais de Marseille et elle essaye de trouver du travail. Voilà. Meilleure idée, tu te dis je vais essayer de trouver du travail, qu'est-ce que je fais? Je vais aller me balader sur les quais de Marseille. Voilà. Je pense pas que tout le monde fasse ça. Mais elle fait ça. Et elle rencontre un homme qui, je sais plus comment ça se déroule, mais en gros, il parle du fait qu'elle cherche du travail, etc. Et il lui dit, j'ai un job pour vous. Voilà. Ils font une espèce d'entretien, elle part chez lui pour faire un entretien et en fait, elle se rend compte que le job, c'est être assistante, secrétaire en gros, pour la femme du mec qu'elle a rencontré. Donc, c'est un mec qui avait un bateau, vous vous doutez bien, un yacht, etc. Donc, quelqu'un de très riche. Et en fait, elle part pour être secrétaire de la femme de l'homme qui est en fait une célèbre peintre. Et en fait elle doit être sa secrétaire, sauf que ça ne se passe pas comme prévu et qu'au finalement elle doit être la doublure de cette femme là. Voilà, vous êtes obligé d'aller lire, mais genre juste le résumé, mais pardonnez-moi. Voilà, et j'étais à fond du début à la fin. Regardez-moi, j'en ai des frissons rien qu'en parler. À fond du début à la fin. Mais ce livre, il m'a tellement... J'étais avec eux. J'y pensais jour et nuit. J'étais là. Je m'endormais la nuit. Je me réveillais. Il fallait que je lise le livre. Je prenais mon livre avec moi au travail. Je lisais mon livre. La moindre minute que j'avais de disponible, je lisais ce livre. Voilà, c'est vraiment ce livre qui m'a fait cet effet où il fallait que je découvre ce qui allait se passer. Je voulais savoir comment ça... Enfin, même j'étais presque attachée au personnage. Ça m'a dit, mais non, mais... Ah! Vous savez, vraiment ce livre qui vous fait péter un câble dans votre tête. Vous avez plein d'émotions, plein de choses qui se mélangent. Et j'ai pas du tout été déçue de la fin. C'est hyper bien écrit. Pareil, je vous dis, le mélange histoire de l'art, etc. On apprend plein de choses. Enfin, c'est hyper agréable à lire. Et une angoisse, mais une angoisse. Voilà, et il y a un triangle amoureux dedans, un triangle amoureux très, très sombre, on va pas se le cacher. Et on parle aussi de plein d'autres sujets, de comment se remettre voilà, d'une histoire d'amour. Comment on parle aussi énormément de possession, de manipulation, de drogue, d'influence. C'est très psychologique, vraiment. Et Melissa d'Acosta, vraiment, mais elle m'a bluffée. Voilà, j'ai adoré ce livre. Et il mérite son placement. Ensuite, en position numéro 2,
Je vous en ai parlé sur Instagram si vous me suivez, donc je pense que vous allez vous douter de quel livre il s'agit. Il s'agit du dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala. J'espère que je prononce bien le nom de famille, désolée si c'est pas le cas. Ce livre, bah pareil, romantaisie. Voilà, cette année, on y est quoi, on est dans la romantaisie. Et une romantaisie comme je les aime, vraiment une romantaisie très bien faite. L'édition, on est chez les éditions Héron d'Argent qui sont juste magnifiques, qui font des livres toujours incroyables. Donc le dernier chant d'une sirène, c'est la réécriture de la petite sirène du point de vue de Ursula la méchante. Déjà, incroyable. Et on est après la petite sirène, c'est-à-dire qu'on suit en fait, on est après l'histoire de la petite sirène. Qu'est-ce qui se passe après l'histoire de la petite sirène? Et pour le coup, après le vrai conte de la petite sirène. Il faut savoir que dans le vrai conte, la petite sirène meurt à la fin. Elle t'aide. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que fait Ursula après tout ça? Moi, j'adore les réécritures de contes sur les méchantes. Voilà, un de mes livres préférés, c'est Heartless de Marissa Meyer, qui est incroyable, qui parle de la reine de cœur. Moi, c'est le genre de livre où j'achète direct. Et ici, ben, on est dans ça et l'autrice va réussir à créer tout un univers autour de ça complètement différent de l'imaginaire qu'on se fait de la petite sirène finalement, mais qui reste assez logique pour le coup. Et moi, ce que j'ai adoré, bon déjà c'est une très bonne romantaisie où la romance sert à l'histoire, encore une fois, avec un très bon world building. Mon petit regret, c'est que c'était plutôt court pour le coup et du coup, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus long pour que le world building soit encore plus complexe. Vraiment aimé dans cette histoire que c'est très original. Des réécritures de la petite sirène, en veux-tu, en voilà, on en a plein. Mais pour le coup, celle-là, elle est vraiment très originale, elle est vraiment très bien faite, elle est très romanesque. Voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses dedans, mais c'est des bonnes choses, je trouve. Et il y a aussi un petit triangle amoureux. C'est pas le genre de trope où en général je suis fan. Mais là, écoutez, ça l'a fait. Franchement, ça l'a fait. Donc ça l'a fait, c'est que c'était bien fait. J'étais à fond avec les personnages. Il y a énormément de diversité et c'est de la diversité bien faite. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour justifier la diversité. Elle est là parce que c'est normal. On est sur un couple FF avec un M au milieu. Voilà. Et on est à fond avec les personnages. Et voilà cet univers de sirène aquatique. Mais on est aussi sur Terre. Il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment un mélange de plein de choses. C'est très bien pensé. Donc vraiment, je vous le conseille. Il est incroyable. Donc, on se retrouve avec le numéro 1. Le numéro 1 dans mon cœur. Le numéro 1 de 2025. Le numéro 1 peut-être de tous les temps. Je ne sais pas. En vrai, non, c'est pas le numéro 1 de tous les temps. Mais il fait partie, je pense, de mes meilleurs livres. Enfin, de mes livres préférés. Voilà. Pas que de 2025, mais de toutes mes années confondues. Si vous me connaissez, si vous avez vu mes vidéos, si vous me suivez sur Insta, vous savez de quel livre je vais vous parler. Il s'agit bien évidemment de La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. Ce livre, mais qu'est-ce que vous attendez pour le lire? Vraiment, si vous aimez comme moi les livres, déjà le genre du fantastique, voilà, on est en plein dedans. Si vous aimez ça, si vous aimez les livres sombres, si vous aimez pas les voyages dans le temps, mais les livres qui traversent le temps, l'histoire, les divinités, les pactes, les amours un peu impossibles, les amours sombres, mélangés dans l'espèce de magie, de fantastique, voilà. Vraiment, si vous aimez tout ça, mais allez-y, les yeux fermés. Si vous aimez aussi la poésie, si vous aimez les histoires qui prennent leur temps, allez-y, ce livre est tellement beau, tellement incroyable. Donc La vie invisible, qu'est-ce que c'est? On va suivre Adi Larue qui se passe au début au XVIIe siècle si je ne me trompe pas. Et au XVIIe siècle, les femmes, elles sont là pourquoi? Pour correspondre aux attentes des hommes. Voilà, surtout quand tu nais dans une famille riche, dans une famille qui a des attentes de noblesse en fait.
et elle est dans cette situation-là. Donc elle, toute sa vie, elle a été éduquée à plaire aux hommes, à trouver un homme, voilà, sauf que ça ne correspond pas du tout à la vision d'Adji de sa vie. Donc elle a toujours été dans cette chose-là, et là vient le moment de sa vie où elle doit se marier, où on doit lui trouver un mari qu'elle n'aime pas, voilà. Et en parallèle de ça, elle fréquente sa cousine qui, elle, est un peu hors de ça et qui, elle, est un peu dans tout ce qui est occulte. Et en fait, elle explique à Adjlaru que elle ne croit pas au Dieu que tout le monde croit. Voilà, vous vous doutez bien de quel Dieu je veux parler, mais qu'elle, elle croit aux divinités terrestres. Et Adjlaru va se laisser un peu influencer et elle va faire des prières sans vraiment prier. Enfin, elle le fait, mais sans jamais vraiment y croire, sans jamais avoir une vraie intention derrière. Donc voilà. Donc on la suit un peu dans ça au début. Vient le moment de son mariage où elle fait une crise d'angoisse concrètement et elle pète son casque, son cerveau pète un câble et elle décide de s'échapper, de partir, de fuir ce mariage. Et au moment de cette fuite où on suit vraiment une scène où elle s'en va, où elle court, où elle est désespérée, où elle veut s'en aller le plus loin possible et que son père la suit, essaye de la rattraper, etc. Dans un moment désespéré, elle va prier les dieux terrestres. Sauf que sa cousine lui avait toujours dit de ne jamais prier les dieux nocturnes. Madame Larue, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, elle prie le soir, voilà. Le soir, nocturne, c'est la même chose en fait, elle dit. Voilà, donc dans un élan de désespoir, elle va manifester les dieux nocturnes qui vont apparaître, voilà. Et vous doutez bien que ça va pas être un gentil. Enfin, après ça va vous faire votre idée. Là, un dieu nocturne apparaît, vous vous doutez bien que ça va être le diable. Est-ce que c'est vraiment le diable? C'est à vous après de vous faire votre propre opinion là-dessus. Ce qui est bien dans ce livre, c'est que vraiment il est fait aussi pour vous faire réfléchir. Et en fait, du coup, ils vont faire un pacte. Et dans ce pacte, elle veut avoir le choix. Elle veut être libre. Elle veut surtout avoir du temps. Parce que voilà, Adji Larue, c'est quelqu'un de très curieuse. Et elle va avoir le temps surtout de faire tout ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie d'être seule. Elle a envie d'être libre avec elle-même, en fait. Vraiment d'être alignée et de plus avoir besoin de personne pour pouvoir vivre, en fait. Il va dire ok, pas de problème. Sauf que finalement, elle va avoir toute la vie devant soi parce qu'elle va être immortelle, mais surtout, elle va être invisible au monde entier. Voilà. Il lui a donné ce qu'elle voulait, mais malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Et on va la suivre dans l'éternité. On va la suivre d'année, de génération en année, de siècle en siècle, vivre sa vie d'invisible dans l'éternité. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par une lenteur, parce que c'est lent l'éternité, mais c'est une poésie dans la lenteur et c'est tellement juste. Tout ce qui est écrit, tout ce qui se passe, tout ce qui est... C'est hyper beau, c'est tellement juste, c'est bourré de réflexion, de psychologie, d'analyse, dans une ambiance fantasy sombre. Enfin, vraiment moi ce livre il m'a percuté en plein cœur, je me suis tellement reconnue en Adji Larue. J'ai tellement réfléchi pendant ma lecture, ça m'a tellement remise en question, où vraiment moi la question du temps, la question du fait que j'ai l'impression de jamais avoir assez de temps de faire ce que j'ai envie de faire, mais moi c'est vraiment une source d'angoisse dans ma vie. Vraiment tous les jours j'angoisse parce que je stresse de ne pas pouvoir avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je dois faire. Et on est vraiment là-dedans, puis d'autres trucs évidemment, il y a vraiment plein d'autres choses dans ce livre. Et voilà, et on va la suivre dans l'éternité. Et un jour, elle va faire une rencontre, et voilà. Et j'étais tellement... Enfin, ce livre m'a bouleversée en tout point. Et même si c'est long, il se passe quand même pas mal de choses. Et des choses nécessaires dans l'histoire. Et ça a surtout pris un tournant auquel je m'y attendais absolument pas. Voilà, il y a une relation entre deux personnages qui arrive. Et j'étais en mode, ah oui, quand même, elle a osé aller là-dedans. C'est... Et en fait, c'est vraiment dans la lignée de l'histoire. Vous voyez, c'est pas lisse, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on attend d'une lecture young adulte. C'est vrai en fait, même si voilà, c'est une histoire qui est impossible, on est d'accord, mais dans l'impossible, il y a du vrai, tout est juste en fait. Et même la fin, enfin, moi ce livre m'a vraiment perturbée, il m'a touchée en plein cœur. Je le trouve extrêmement beau dans la noirceur.
voilà, lisez-le, vous ferez votre propre avis, mais il est incroyable. Vraiment, voilà. Et cette année, je pense que c'est l'année de V.E. Schwab parce que j'ai envie de lire ces livres. Ça m'a donné envie de découvrir l'autrice. Et si vous avez déjà lu des livres de V.E. Schwab, n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels. Et si vous avez aimé, évidemment. Parce que voilà, cette année, c'est l'année de V.E. Schwab. Elle est dans mon année 2026. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos meilleures lectures 2025, pardon, parce que moi je vous ai partagé les vôtres, mais ce qui est très important aussi pour moi, c'est que vous me partagez les vôtres. Voilà, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la booster si vous voulez, et aussi à me suivre et me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Respire ma belle. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour mes pires lectures 2025. Bye bye.